Bonsoir à tous. Donc voilà, nous sommes la société Carrefour et nous venons vous présenter un petit retour d'expérience de Kubernetes les 6 premiers mois de production. Donc je suis venu avec une bonne partie de l'équipe. Donc Vincent, Alex. On a aussi, vous pouvez lever la main pour qu'on vous voit de loin. Yacine, Lucas et Kaina. Voilà. Donc en gros il manque que 3 personnes. Donc juste comme c'est un peu d'usage, un petit sondage vite fait qui fait dans la salle du Kubernetes en production. Ok, sur du Kubernetes managé ou pas? Que managé? Enfin, on va dire managé, levez la main. D'accord, donc ok, bah, ça va vous servir. Qui a l'intention très bientôt de faire du Kubernetes en production? Ok, on parle pas pour rien alors c'est bon. Ok, ça marche. Donc très rapidement, moi c'est Loïc Ledru, donc je suis le team leader de l'équipe. Je passe 2 secondes. Bonjour, je m'appelle Vincent Grammer, donc consultant chez Zenica, et là je suis sur la mission sur Carrefour, donc pour l'intégration de Kubernetes en production. Oui, donc Alex Palesandro. Je suis consultant chez D2SI et voilà, je travaille aussi sur la mission pour mettre Kubernetes en production chez Carrefour. On va essayer de faire vite, on sait que vous avez faim. Alors, pourquoi on est parti pour faire du container as a service chez Carrefour? On a commencé à se rendre compte que de tous les côtés, dans tous les services, tout le monde avait évidemment envie de faire du cube. Il y avait des expériences qui démarraient à droite, à gauche. Ça ressemblait pas à grand chose. Ça commençait un peu à coûter de l'argent, d'ailleurs, à l'entreprise, toutes ces expériences très très disparates. Donc il y avait vraiment un besoin de prendre une vraie stratégie d'entreprise sur le sujet. On est encore un peu sur la finance, dans la densification des workloads. Je pense qu'on est parmi les champions français du nombre de VM. Je ne vais pas vous dire les nombres, mais c'est assez costaud. Donc on avait un vrai besoin de densifier tout ça sur de la conteneurisation, du coup orchestrée, et permettre aussi également à nos développeurs de commencer à travailler sur des cloud native apps. On avait commencé en plus avec un cloud privé. Aujourd'hui, on a 2 clouds publics en plus. Besoin de travailler la réversibilité possible des workloads d'un cloud à l'autre. Je pense comme tout le monde, nous n'avons pas que des cloud native apps. Quelle surprise! La solution qu'on met en œuvre, du coup, ce sont des clusters multi-tenantes, donc des clusters partagés. On n'est pas du tout dans la vision cluster, un cluster, une application. Donc finalement très peu de clusters qui vont grossir et qu'on partage avec tout ce que ça implique. Donc on va parler aujourd'hui d'Azure, mais il faut que vous sachiez qu'on est également sur de l'OpenStack. On a déployé aussi sur de l'OpenStack du Kubernetes qu'on opère. Et tout récemment, on va commencer la partie Google. J'ai déjà tout dit, donc tout ça implique de travailler énormément la segmentation entre les projets. Et je vais laisser mes collègues enchaîner sur qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant ces 6 mois. Oui, donc le projet a commencé au début de 2018, où on a commencé à travailler sur un proto qui avait été fourni par une autre équipe, basé sur un outil qui s'appelle ACS Engine, qui permettait de déployer facilement des clusters sur Azure, en fait. Et nous, on est arrivé après, on a commencé à travailler sur ce produit pour pouvoir déployer des clusters, les supporter en prod, donc un 24/7 et l'autre dans les heures de travail. Et surtout de mettre ces clusters dans un état prod ready. Voilà, donc c'était un peu la challenge qu'on a eu vers mai et juin en fait. Alors je vais vous parler de la notion de prod ready, puisque ce que l'équipe nous avait fourni comme cluster, c'était pour eux, c'était du prod ready. Et quand nous on a vu ça, on a fait oula. Alors
Donc en fait, la SS Engine, il déploie un cluster qui est opérationnel, mais il manque un certain nombre de composants qu'on doit manuellement déployer. Donc les premiers qu'on a eu besoin, c'est la stack de monitoring et logging. Donc pour ça, on s'est basé sur le Prometheus Operator. Donc ça déploie un Prometheus, un Alert Manager. On a du Grafana pour la visualisation et on a déployé la stack de login. Donc nous, on se base sur du Fluentbit qui après pousse les logs dans le système d'agrégation de Carrefour. Donc basiquement, derrière, c'est une stack Elasticsearch Kibana. Une fois qu'on avait les logs, on s'est posé les questions de backup restore. Donc pour ça, forcément, on est passé sur Arc, donc qui permet de backuper tous les manifestes de Kubernetes et de les restaurer. Donc ça permet par exemple de restaurer facilement un namespace ou tout le cluster. Ça backup aussi les volumes. Donc c'est très utile pour nous. On a eu besoin en fait de déployer les ingress controllers, puisque de base le cluster il n'est pas accessible à l'extérieur du coup pour les applications sans les ingress controllers. Dans le cadre de Carrefour, nos clusters ils sont ce qu'on appelle multi-exposition. Donc on peut exposer une application et sur Internet et sur l'intranet de Carrefour. Donc on a 2 ingress controllers à gérer. L'emblème qu'on a choisi c'est Nginx, puisque c'est la plus courante et la plus maintenue en fait. Ensuite, on a passé beaucoup de temps à implémenter la multi-tenancy, donc pour vraiment séparer nos clients et éviter un peu qu'ils puissent faire n'importe quoi. Donc pour ça, on se base essentiellement sur le Airback, les netpols, donc qui sont gérés en dessous par Calico, et les PSP. Donc ça, c'est pour restreindre ce que les utilisateurs peuvent faire avec leurs conteneurs, donc les éviter d'avoir certains privilèges ou autres. Ensuite, il a fallu s'intégrer avec tout le système Carrefour, donc tout l'écosystème, donc à savoir le système de ticketing pour nous réveiller la nuit sous astreinte si jamais il y avait un problème, le DNS et également tout le système de login. Donc une fois qu'on a produit ce cluster, on était prêt pour de la prod, sauf que fallait l'opérer et surtout le maintenir la nuit. Donc là, on a commencé à nous devoir faire des astreintes. Donc là, dans l'équipe, c'était vraiment quelque chose de nouveau en fait. On n'avait jamais fait d'astreinte et on était un peu pas super confiants en se disant qu'est-ce qui va arriver comme problème, comment je dois le gérer, est-ce que je vais être en état de le faire à 2h du matin. Et donc en fait, pour mettre en place une base de connaissances et savoir en fait ce qui s'est passé, il y a notre coach Yacine qui, pendant un mois, tous les vendredis après-midi, prenait un cluster, casser quelque chose, donc ça pouvait être casser un ETCD, ça pouvait être, je sais plus, il nous a fait plein de trucs marrants, d'ailleurs il y a pris goût. Et on devait, du coup, c'est comme ça qu'on a permis de mettre notre base de connaissances à jour et savoir en fait, comment on peut réparer et diagnostiquer le problème. On va maintenant vous parler en fait, des problèmes qu'on a eu en production, mais juste avant, on va faire un petit rappel sur en fait, comment fonctionne la SS Engine. Donc un petit sondage, qui sait ce que c'est ou qui a déjà utilisé la SS Engine? Ok, d'accord. Donc ça va être... voilà, un peu trop vite. Donc en fait, la SS Engine, c'est un binaire en Go qui prend un fichier de configuration en entrée et qui produit un déploiement ARM. Donc l'ARM, c'est la technologie de Microsoft pour faire de l'infra as code. Donc une fois que ce déploiement ARM est soumis à Azure, ça produit en fait tout le cluster Kubernetes. Donc ça installe les VM, les réseaux, les load balancers. Les installe des composants à l'intérieur dans Kubernetes. En fait, elles sont faites via le Cloud Init. Donc ça, c'est un script qui démarre, qui est lancé au démarrage de la VM. Et là, ça va installer la kubelet, le Docker, le TCD, création des certificats, enfin tout ce qu'il faut pour installer, tout ce que ferait en fait KubeADM. Le problème avec ça, c'est que déjà, entre le moment où on soumet l'ARM et le moment où on a un retour OK, et en fait, on n'a pas de visualisation. Les seuls logs sont dans le Cloud Init, donc ça fait vraiment boîte noire. L'autre gros problème, c'est qu'en fait, le fichier de configuration ne permet pas de customiser tout ce qu'on veut sur le cluster. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe avec Ansible et on va, par exemple, changer le niveau de verbosité sur l'API serveur, changer des choses sur le controller manager, la kubelet, et aussi aller installer après, via des rôles Ansible, tous les composants additionnels dont on a besoin. Donc on a des rôles Ansible qui vont aller déployer Prometheus Operator, le login, le monitoring, créer les namespaces pour les clients.
La chose qu'il faut savoir sur l'ARM, c'est qu'en fait, quand Kubernetes, par exemple, quand on crée un service de type load balancer, Kubernetes va aller modifier ce déploiement sur Azure. Donc l'état de ce déploiement est super important, puisqu'en fait, s'il passe dans un état failed, on ne peut plus rien faire sur l'infra. Il faut le ramener dans un état correct. Voilà. Et donc, je vais vous parler du premier problème qu'on a eu. Donc en fait, il y a un moment, on recevait des alertes sur le TCD, comme quoi il prenait trop de temps pour écrire ces wait log sur le disque. En cherchant dans la doc de TCD, on a vu que ça pouvait être lié à des problèmes de disque, notamment de performance. Donc là, on a commencé à faire un IO top sur un des serveurs TCD, et on a vu notamment qu'il y avait un process Python qui faisait énormément d'écriture. Donc après, à grands coups de strass, on a pu voir en fait que ce process Python, il écrivait un fichier de 500 mégas, un tar de log, et après il le supprimait, et il faisait ça toutes les secondes. Donc du coup, le TCD n'arrivait pas à écrire ces logs à temps. En investiguant un peu, on a vu que en fait, ce script Python, c'est l'agent OMS d'Azure. Donc l'agent OMS d'Azure, c'est un agent qui permet de faire de la collecte de métriques, de logs, et plein d'autres choses, mais je ne pourrais pas trop vous en parler, du coup on ne l'utilise pas. À la base, il n'était pas activé sur nos clusters, mais l'équipe qui gère toute, on va dire, l'infra Azure à Carrefour l'a activé sur toutes les souscriptions de Carrefour. Donc du coup, on a eu ce problème, donc on leur a dit bon, c'est sympa, mais désactivez-le. Surtout que nous, notre monitoring, il est fait via Prometheus et les nodes exporteurs. Donc là, maintenant, Alex va vous parler du deuxième problème majeur qu'on a eu. Oui, donc cette première épisode, ça nous a appris un peu à se méfier des outils un peu à côté de Kubernetes. Donc, et le deuxième, ça nous a un peu plus touché parce que en fait, ça a vraiment, ça a causé de l'indisponibilité. Il s'est passé sur un cluster qui n'était pas un cluster de prod, si je me souviens bien. Exactement, c'était la pré-production. Et donc, en fait, on n'arrivait plus à réconcilier, donc à mettre en état les load balancers. En fait, le cluster était impossible à joindre et le déploiement ARM, ce que Vincent a montré tout à l'heure, il était dans un état fail. Du coup, on a identifié la cause, et la cause était qu'une équipe produit, donc une équipe qui avait une application, a supprimé et a redéployé un service load balancer très vite. Et ça a en fait mis le load balancer dans un état instable où avait deux fois la même floating IP, donc la même IP publique attribuée, donc un front-end. Ça faisait donc ça marchait, il n'y avait plus rien qui marchait plus, donc le load balancer était dans un état qui ne marchait pas, et donc on a dû aller utiliser resources.azure.com où toutes les ressources sont listées comme un fichier JSON pour supprimer toutes les entrées qui faisaient référence à cette IP-là. Et donc là, on s'est aperçu que finalement, c'est mieux d'utiliser des ingresses là où c'est possible. Et donc, vraiment à ce propos, on a développé en fait un ingress opérateur qui en fait met en place un enregistrement DNS, donc qui s'intègre avec le DNS de Carrefour, et en fait qui permet donc beaucoup plus de souplesse pour les clients qui ne doivent pas d'utiliser une autre API donc à l'extérieur de Kubernetes. Donc ça c'est un peu la chose qu'on a mis en place pour répondre à ce type d'accident. Ensuite, forcément, on avait des applications stateful. Et en fait, dans Kubernetes, dans l'état actuel, ça pose quand même pas mal de problèmes. Donc on a eu des problèmes avec les PV. Et le symptôme qu'on avait, c'est on a des pods qui sont bloqués en container creating. Et en regardant les logs, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à rattacher leur volume. En fait, le volume restait attaché sur un autre node. Du coup, on regarde les logs du contrôleur manager, l'état des nœuds. Et en fait, on s'aperçoit que la kubelette sur le nœud où était le pod avant est down. Donc du coup, le contrôleur manager ne peut pas détacher le volume. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si la kubelette est down, ça ne veut pas dire que les conteneurs ne sont pas toujours en train de tourner et de faire des écritures sur le disque. Donc du coup, pour préserver la consistance des données, il laisse il laisse le volume attaché. La solution pour régler ce problème, en fait,
c'est de laisser Kubernetes réconcilier l'état et de surtout pas détacher le volume à la main. Parce que ça, si on détache manuellement dans le dos de Kubernetes le volume, ça crée plein d'autres problèmes dont on parle juste après. Donc du coup, là, dans ce cas-là, on a juste redémarré la kubelette. La kubelette a pu updater son status. Le contrôleur manager a détaché le volume, l'a rattaché sur le bon disque. Donc nous, ça nous est arrivé sur un test de dry run pour tester toute la chaîne d'alerting où on avait manuellement arrêté une kubelette. Mais ça nous est aussi arrivé à d'autres occasions, donc pour avec de la chance en journée, où on avait une petite coupure réseau et le node n'était pas vu comme accessible. Si vous voulez en savoir plus au passage sur ce problème d'attache-détache, il y a Yacine qui est en train de travailler sur une design proposal dans Kubernetes pour fixer ce genre de problème. Et du coup, je vais laisser parler Alexandre le prochain. Donc le problème suivant était très lié un peu à l'idée de ne pas toucher aux ressources cloud derrière le dos de Kubernetes. Donc le senton qu'on a eu est que le cluster, et ça, ce cas je pense c'était vraiment le cluster de prod, n'était pas plus disponible et en fait l'état de l'ARM continuait à être failed. Et si on essayait en fait à modifier l'état de l'LB qui était la ressource en failed, Azure nous répondait qu'il y avait un persistent volume, donc un disque qui manquait. Et nous on voyait du tout le rapport entre le load balancer et le disque. Voilà, donc on commençait à... On ne comprenait rien. Et à un moment donné, on a compris qu'une équipe produit qui avait le droit de modifier et de toucher à leur persistent volume, en fait, les supprimait derrière le dos de Kubernetes. Donc ils avaient mal configuré leur déploiement, ils n'avaient pas les bons paramètres dans le max surge, donc le disque n'était pas détaché, donc ils le supprimaient. Kubernetes partait, donc il n'arrivait plus à se resynchroniser. Et voilà, donc nous on a perdu même l'accès au cluster pour un problème comme ça. Donc ça nous a montré encore plus que il ne faut pas du tout toucher aux ressources derrière le dos de Kubernetes. Et la chose qui était nécessaire est de reconstruire au byte près, donc tous les PV qui manquaient pour que l'ARM revienne en place. Donc voilà, c'était un peu je dirais vraiment l'accident plus important qu'on a eu. On a perdu le focus. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vais vous parler des problèmes que Access Engine nous pose, pas en production, mais à nous en tant que développeurs de la plateforme. Le gros problème qu'on a, c'est qu'en fait, ils ont fait des choix d'implémentation. Donc, par exemple, d'exposer les API serveurs sur Internet. Et donc ça, notre RSSI, il n'aime pas du tout. Donc du coup, si nous on veut, en fait, on peut pas retirer cette exposition au démarrage. On est obligé d'ajouter d'autres security groups pour bloquer les accès, les autoriser que depuis Carrefour. Ça nous pose plein de problèmes au quotidien parce qu'on n'a pas toute la liste des IP. Ça arrive. L'autre chose, c'est qu'il y a, en fait, avec Access Engine, on peut pas faire l'équivalent d'un Terraform Apply 2 fois de suite. Donc une fois qu'on a configuré certains paramètres qui sont que à la construction du cluster, on ne peut pas les changer. Donc typiquement, par défaut, le dashboard Kubernetes est activé. Nous, on s'en est rendu compte après. On a voulu le désactiver. On a supprimé le pod statique. Et là, 3 semaines plus tard, il y a une kubelet master qui a redémarré. Et en fait, elle n'a pas pu redémarrer puisque la façon dont est fait Access Engine, il templatise justement les versions des pods statiques et il remplace donc les vraies valeurs dans un script qui est lancé au démarrage de la kubelette. Donc il a fallu aller éditer ce script-là. Ensuite, au quotidien, nous on essaye de faire du continuous delivery, du déploiement donc sur nos clusters. Et Access Engine, ça prend quand même pas mal de temps pour être déployé, réappliqué, comparé à un kubespray. Donc notre boucle de feedback, elle devient super longue. L'autre problème qu'on a, c'est que nous, on se base actuellement sur une version qui est quand même assez vieille de l'Access Engine et on ne peut pas scaler les nœuds ou recréer un master sans imposer une petite indispo au niveau client. Donc ça, c'est vraiment la conception d'Access Engine. Donc c'est corrigé, mais actuellement, nous, ça nous gêne quand même un peu de bloquer. Donc du coup, on cherche une autre solution pour déployer nos clusters sur Azure. Oui, donc un peu pour accélérer, on tourne la tête vers Terraform plus kubespray. Donc ça a été évoqué tout à l'heure. C'est donc une façon de déployer Kubernetes à travers de l'Ansible, donc KubeADM piloté par de l'Ansible.
On l'a testé sur OpenStack, ça marche très très bien, donc dans les clusters qu'on a déployés. Et donc le seul point faible est un peu l'intégration avec le cloud, donc un peu le fait de se payer un petit coup de rebase à chaque fois que Kubespray évolue pour intégrer des fonctionnalités qui ne sont pas encore dans la version vanilla. Donc le tuning par exemple de VM ou l'intégration de CNI comme nous on le souhaite avec Calico pour le NetPod. Donc si on veut faire un bilan un peu de ces derniers mois, donc là on n'a pas eu d'accident majeur. Les clusters ont été plutôt solides. Donc avec une appli blanche, on a mesuré un temps de disponibilité plutôt élevé. Qu'est-ce qu'on a appris? Les intégrations avec Azure sont très délicates, donc il faut vraiment faire attention pour les load balancers, mais aussi pour les persistent volume. Donc il faut vraiment responsabiliser les développeurs et leur donner le moins de droits possible, même sur les ressources vraiment cloud. Et d'un autre point de vue, donc l'Access Engine nous impose un feedback dans notre chaîne de CI/CD qui est trop longue. Et donc on cherche avec Kubespray à s'en passer. Voilà, donc quelques conseils pour que nous on se sente de donner en fait. Commencer avec des workloads stateless, surtout pour les novices en fait, pour les nouvelles applications qui débarquent. Et après, petit à petit, monter sur des stateful. Limiter un peu donc les user rights, donc avec le principe de moindre privilège. Donc pas de droit de toucher au PV si pas nécessaire, ou aux load balancers surtout, et automatiser le plus possible la création d'un namespace et des teams. Le choix donc choisissez bien votre distribution Kubernetes. Donc pour nous ça a été un peu un je rajouterais que là on est en train de penser à changer de système de déploiement et d'essayer de le faire sans downtime pour les clients, et c'est super compliqué. Donc du coup, faut vraiment niveau déploiement, faut vraiment y réfléchir deux fois. Okay. Donc là, comme on le disait actuellement, en fait, avec l'Access Engine, si on veut détruire ou recréer notre cluster, on en a globalement pour 1 heure. Et nous en CI, on aime bien essayer de faire les 2 tests. Donc on voudrait vraiment accélérer ce cycle-là. Passer sur un modèle opérationnel full GitOps. Donc c'est-à-dire que toutes les opérations qu'on doit faire passe par Git. Donc actuellement, nous on gère les quotas, la création de namespace dans des fichiers qui sont versionnés sur Git. Mais en fait, on aimerait que ça soit encore plus rapide. Donc, améliorer l'expérience utilisateur, notamment via la création d'opérateurs pour manager les namespaces, les quotas. Ça nous envoie juste une demande qu'on est juste à valider et que ça passe super rapidement, parce que ça nous prend un grand temps de support en fait dans la journée qu'on aimerait consacrer à du build. Là, on commence à avoir plusieurs clusters. On utilise un système de token pour s'authentifier. On voudrait passer sur une fédération d'identité, mais là, avec les différents RSSI, ça change un peu à chaque réunion. On voudrait aussi augmenter la haute disponibilité de nos clusters, donc passer sur des clusters multi-Asie. Hop, ouais, voilà. Je pense qu'on peut passer la main à Loïc pour qu'il nous raconte. Est-ce que vous avez encore 5 minutes pour que je vous explique comment on a survécu à ces 6 mois? Ouais. Je vais changer de côté. Donc, je ne vais pas vous parler longtemps de DevOps, mais je vais au moins vous expliquer comment on implémente le DevOps chez nous. Donc, vous avez vu, il y a une partie de l'équipe, on est 9 en fait pour l'instant. On n'a pas certains qui sont devs, certains qui sont ops. Donc nous on a fait le choix que tout le monde ferait tous les rôles. Donc c'est même s'il y a des gens qui sont des anciens devs ou d'autres des sysadmins qui vont apprendre à dev, on a tous les cas de figure. Donc les missions sont les mêmes pour tout le monde. Et en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que du coup, le monitoring concerne tout le monde. Donc, s'il n'y a pas de je pousse un code dégueulasse et je m'en fous, c'est le problème d'un autre le lendemain. On n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment justement dans la coopération complète, parce que de toute façon, c'est l'intérêt de tout le monde que ça se passe bien. Donc, les seules différences, finalement, c'est ce qu'on met là. Hein, c'est des différences de niveau de seniorité dans l'équipe, c'est tout. Il n'y a pas d'autre différence. Et
Vous allez comprendre après pourquoi, mais oui, on est tous d'astreinte et on le vit bien. Alors, c'est juste des petites recettes, on vous donne comment on fonctionne, vous prenez ou pas. Ce qu'on fait, c'est que le lundi matin, comment ça se passe, on change la personne d'astreinte qui est d'astreinte toute la semaine. Donc, comme elle est d'astreinte, elle est un petit peu énervée, donc du coup, elle nomme deux shérifs, et les deux shérifs, c'est eux qui vont se prendre tous les interrupts dans la semaine. Bon, à peu près quoi. Donc en gros, les incidents, les appels des équipes applicatives, j'arrive pas, je cherche mon kubectl, tout ça. Donc c'est les deux shérifs qui vont récupérer ça, ce boulot-là. Donc évidemment, ils changent aussi toutes les semaines. Donc tout ce qu'on fait a des tests, c'est super important, c'est-à-dire qu'on teste même, donc globalement beaucoup de développement est fait sur Ansible et on ne fait pas confiance quand Ansible nous dit OK, on vient derrière faire du p-test pour tester que effectivement Ansible dit que c'est OK, mais on veut vraiment être sûr. Donc on développe aussi des opérateurs, vous connaissez je pense, donc c'est la manière d'étendre Kubernetes, on le fait en Go, on fait nos déploiements et on essaie d'utiliser les meilleures practices de dev, donc en TDD, pair programming, code review. C'est un peu obligatoire en fait chez nous. Gitflow, je crois qu'on en a déjà parlé, et un minimum, pas beaucoup, mais un minimum d'agile meeting. GitOps, je ne vais pas vous en parler longtemps, mais on a monté en puissance pas mal là-dessus ces derniers temps. Donc l'idée c'est de partir de plus en plus sur on ne fait plus rien manuellement sur les clusters. Donc sauf mode pompier, la nuit ou même la journée si c'est super urgent. On vient ensuite réconcilier en recodant dans Git, mais en gros si c'est pas dans Git, ça n'existe pas, ou ça n'a pas existé. Donc c'est Git d'abord et après des validations ça passe sur les différents clusters. Donc on évite à tout prix les actions manuelles. Et le ChatOps on s'y dirige, on n'y est pas tout à fait, il nous manque encore la partie bot. Par contre, on a déjà toutes nos alertes qui remontent dans l'outil de chat, les remontées aussi de tous les tests qui sont faits via les pipelines. On a évidemment nos discussions d'équipe et on fait notre support aussi avec le support qu'on donne à nos clients, se fait aussi par outil de chat. Ils sont très contents d'ailleurs, ça permet d'être très très réactif et on prévoit dans les opérateurs dont on parlait tout à l'heure de gestion des quotas pour être toujours pareil, très réactif sur des demandes assez simples, style j'ai besoin de plus de mémoire, d'avoir un système où ça nous arrive directement dans le chat, où on a juste à répondre oui et le client directement est servi, donc on essaie de travailler là-dessus. Ah, donc il me reste 1 minute, c'est ça. Ok. Sinon, pour faire très pragmatique, comment on est organisé? On a surtout une seule table. On voulait vraiment pouvoir tous s'entendre, simplement, pas devoir courir à l'autre bout pour partager. Donc on est sur une seule table. Chose très importante, on a une télé qui sert en temps normal pour le monitoring en fait. Donc on a un Grafana avec en data source chaque Prometheus qui sont dans tous nos clusters et on a aussi un Prometheus qui avec des black box exporteurs vient faire du health check sur nos clusters. Donc on a un maximum de monitoring rien que qui remonte dans la télé, mais bien sûr on n'a pas que ça. Ça nous sert beaucoup pour le partage de connaissances aussi. Puis quand on fait des opérations complexes, c'est plutôt pas mal. Il y en a un qui branche son shell sur la télé et tout le monde peut participer. Le chat tool on en a déjà parlé et peut-être je pense le plus important, une unique petite équipe avec un bon mindset. On insiste sur unique parce que justement c'est ce qui change beaucoup en tout cas par rapport à ce qui se faisait chez Carrefour et ailleurs d'avoir différents niveaux de support. Bon, vous connaissez ça. Donc nous on a décidé de tout faire nous-mêmes, d'arrêter de compter sur les autres, de le faire et de l'assumer. Voilà. Alors,
Voilà les petits personnages dont on a besoin pour faire tout ça, dont 2 éminents représentants ici. Donc bon, bah, armes spéciales, on rigole pas, hein. C'est vraiment, ils ont besoin de connaître tout ça, c'est obligatoire. Donc tous ceux qui ont rejoint l'équipe, s'il leur manquait un bout, ils ont dû rapidement l'apprendre parce que c'est 100% de notre boulot est concentré sur ces technos-là. Alors ici, on a donc ça c'était pour les DevOps, je viendrai après, mais ça c'était pour les DevOps de l'équipe. On a aussi 2 coachs techniques qui sont assis ici, donc qui nous font du coaching technique et non technique aussi, et dont certains sont d'éminents membres de la communauté Kubernetes. Et bon, bah ça c'est moi. Du coup, spécialiste en slide, je fais des réunions. En fait, je fais pas des réunions forcément par plaisir, je fais des réunions pour éviter que les gens de l'équipe aient besoin d'en faire et puissent pas bosser. Donc je fais des trucs pas très sympas pour le coup. Umbrella Protection, voilà, bon, bah, on protège un minimum. Et tout récemment, membre de Sigridis sur la partie announcement. Donc sur la 1.14, ça c'est tout récent. Et voilà. Comment scaler les pizzas? Donc on a commencé avec une pizza et là aujourd'hui on en est à 2 parce qu'on est maintenant 6 DevOps et 2 coachs. Donc on approche la limite qu'on s'était donnée de ne pas dépasser 10-12. Voilà. Mais il faut bien ça. Bon, déjà de toute façon l'astreinte en dessous de 4 c'est un peu compliqué. Il reste quoi? Alors voilà, l'équipe, il y a à peu près tout le monde, il manque Lucas qui vient de nous rejoindre, mais en gros vous avez une partie des DevOps, les coachs, voilà, avec l'ensemble de nos activités du coup dans l'équipe. Et donc on voulait remercier notre fournisseur de mugs officiel qui nous a fait des super mugs, Haribo, on est je pense des énormes clients, la communauté Kubernetes qui nous apprend beaucoup. On est obligé parce que sinon on se fait engueuler, de nommer notre Gitbot Gollum, notre super outil de chat et Octo qui nous accompagne depuis le début. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas beaucoup parce que c'est chaud, je crois. Bonsoir, merci. Je voulais juste savoir pour toute la partie GitOps, comment vous testez du coup une PR par exemple pour appliquer quelque chose sur un cluster. Est-ce que vous avez un cluster de dev Alors pour tout ce qui est quota, limit range, en fait, on a écrit un test unitaire qui vérifie qu'on est parti d'une base de code qui correspond à ce qui est actuellement sur le cluster et que du coup quand on l'applique, il n'y aura que nos changements à nous. Pour le reste des PR en fait, qui sont on va dire plus fonctionnels, par exemple l'ajout de Prom Operator ou du monitoring client, nous on utilise un plugin à PyTest qui s'appelle PyTest Ansible qui permet basiquement de lancer de l'Ansible mais en écrivant du Python. Donc ça nous permet d'avoir toute la puissance de notre inventaire, toutes les variables qu'on a définies. Et là on écrit classiquement les tests comme on le ferait un peu pour un test d'intégration. Donc par exemple sur du monitoring, ça va être vérifier que ces métriques-là sont bien exposées, faire des health checks sur les URL. Ça dépend vraiment après du type de fonction à tester. D'accord, et donc tous les déploiements sont faits par Ansible du coup? Ouais, toute la partie, en fait, la partie provisioning de l'infra, elle est faite avec Access Engine. Donc ça, elle est faite une fois que le cluster est provisionné, on peut plus faire grand chose avec Access Engine. Et après, c'est que des rôles Ansible qu'on applique. Et on joue sur les tags pour sélectionner un peu ce qu'on veut appliquer ou pas en production ou sur un cluster de dev. Ok, vous avez pensé à utiliser des outils comme Helm pour justement gérer les releasing? Ouais, je vais peut-être pas me faire des amis, mais moi, Helm, j'ai un gros problème avec le concept qui est l'installation de Tyler sur le serveur. Helm ou autre. Hein. Ouais. Voilà, donc il y a des clients qui l'ont demandé, donc on leur laisse l'installation de Helm pour le déploiement effectivement de leurs ressources. Nous, du coup, on sert vraiment d'Ansible comme moteur de template. Donc par exemple, quand on déploie un pod ou un déploiement, on le templatise avec Ansible et après c'est nos devs qui vont nous dire
que ça a été correctement déployé. Genre typiquement qu'on n'a pas eu un image pull back off ou quelque chose comme ça. Comment vous gérez le rollback du coup? C'est une bonne question. On fait une paire de fixes très très rapidement. Ok, merci.